Bonjour. Aujourd'hui, pour cette séance de révision, on aborde l'axe 1, Histoire et mémoire des conflits. Bonjour, on va se poser une question centrale. Comment les conflits s'inscrivent-ils dans l'histoire et, surtout, dans les mémoires des populations? Pour ça, on va explorer deux cas très différents. On verra d'abord comment la question des responsabilités de la Première Guerre mondiale a généré un débat. Un débat toujours vif. Puis, on analysera le cas de la guerre d'Algérie, une histoire beaucoup plus complexe, prise entre des mémoires plurielles et souvent, encore aujourd'hui, conflictuelles. Alors commençons par le premier point, la Première Guerre mondiale. La guerre est finie, on est en 1918, et la première chose qu'on cherche, c'est un responsable. Oui. Et la réponse, à ce moment-là, elle est avant tout politique, et même assez brutale. C'est le fameux traité de Versailles. Exactement. L'article 231, il est sans appel. Il déclare l'Allemagne et ses alliés seuls responsables de la guerre. Et ce n'est pas qu'une question de morale, d'imaginer. Non, bien sûr. C'est surtout la justification légale pour imposer des réparations financières absolument colossales à l'Allemagne. La propagande avait bien préparé les esprits d'ailleurs. Ah oui. On pense à l'affiche de Maurice Neumont de 1917 qui décrit la guerre comme l'industrie nationale de la Prusse. C'est très direct. Et en Allemagne, forcément, la perception est tout autre. C'est vécu comme une humiliation totale. On parle de diktat, une paix qui est dictée, imposée. Il y a une caricature très forte de Thomas Heine dans le Simplicissime en 1919. Celle avec la guillotine. Voilà, c'est ça. Le traité y est représenté comme une guillotine. L'image dit tout du sentiment d'injustice de l'époque. Donc on a cette culpabilité qui est gravée dans le marbre d'un traité. Comment est-ce que les historiens, des années plus tard, vont réussir à nuancer cette vision unique? Eh bien, ça se fait progressivement. Déjà dans les années 30, un historien français, Jules Isaac, conteste cette thèse de la responsabilité unilatérale. Il est un des premiers à parler d'un partage des responsabilités. Il ouvre une première brèche en quelque sorte. C'est ça. Mais le vrai coup de tonnerre, le vrai séisme, il arrive en 1961 avec la controverse Fischer. Fritz Fischer, un historien allemand, et c'est ça qui est si fort, c'est qu'un Allemand accuse son propre pays. Exactement. Et il ne nuance pas. Il affirme que l'Allemagne impériale, à cause de son militarisme, de ses ambitions mondiales, porte bien la part décisive de la responsabilité. Ça a été un débat immense en Allemagne. Et plus récemment, on a encore une autre lecture. Oui, en 2013, Christopher Clark, dans son livre Les Somnambules, nuance encore très fortement tout ça. Pour lui, il n'y a pas un coupable, mais plutôt une responsabilité collective. Des somnambules? Oui, des dirigeants européens qui avancent vers la catastrophe sans vraiment s'en rendre compte. Il parle d'une tragédie née d'une culture politique commune et non d'un crime. C'est fascinant. Mais en parallèle de ce débat d'historiens, la mémoire, elle, s'est apaisée notamment entre la France et l'Allemagne. Absolument. Le geste de François Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main à Verdun en 1984, est un symbole extrêmement puissant de la construction d'une mémoire commune. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la guerre d'Algérie. Là, pour le coup, on est très loin de la mémoire apaisée. Très loin, oui. D'abord parce qu'en France, pendant des décennies, ce n'était même pas une guerre. On parlait d'opération de maintien de l'ordre. Voilà. Le mot guerre n'est reconnu officiellement qu'en 1999. Et ce long silence a fait que des mémoires très différentes et même opposées se sont développées. On peut en citer quelques-unes. Bien sûr, il y a la mémoire des appelés du contingent, souvent une mémoire silencieuse, traumatisée. Il y a celle des pieds noirs, marquée par le déracinement, l'exil. Et puis la mémoire des harkis, sans doute la plus tragique, celle de l'abandon et de la trahison. Et l'État français a mis beaucoup de temps à reconnaître ces différentes douleurs. Énormément de temps. Il faut attendre 2012 pour que François Hollande reconnaisse la sanglante répression du 17 octobre 1961, ou 2018 pour qu'Emmanuel Macron qualifie la mort de Maurice Audin de crime d'État. De l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, le tableau est complètement différent. C'est tout l'inverse. Là-bas, il n'y a pas de mémoire éclatée, mais une histoire officielle, un grand récit national. La guerre, c'est la guerre de libération, le mythe fondateur de la nation. Avec des symboles forts comme le mémorial du martyr à Alger. Oui, un symbole puissant de cette histoire qui héroïse les combattants, les moudjahidines, et qui présente le soulèvement comme unanime, un seul peuple derrière l'UFLN. Mais comme toute histoire officielle, elle a aussi ses angles morts. Absolument. Et elle est critiquée notamment par des historiens comme Mohamed Harbi. Lui, il dénonce une histoire falsifiée, transformée en dogme. Qu'est-ce qu'elle occulte, cette histoire officielle?
Elle occulte principalement les divisions et les luttes fratricides au sein même du mouvement indépendantiste. Par exemple, la lutte à mort entre le FLN et le MNA de Messali Hadj est souvent passée sous silence. On comprend mieux la citation de l'historien Pierre Nora: Si l'histoire rassemble, la mémoire divise. Elle s'applique parfaitement ici. C'est la synthèse parfaite de la situation. Aujourd'hui, des historiens comme Benjamin Stora plaident pour un travail mémoriel commun, pour tenter de construire une histoire partagée, apaisée. Mais le chemin est encore très très long. Ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression de deux chemins inverses. Pour la Première Guerre mondiale, la réconciliation politique a presque précédé l'apaisement total des mémoires. Pour l'Algérie, il faudra sans doute que les mémoires commencent par se parler pour qu'une vraie réconciliation politique soit possible.